Dans cette partie, je vais vous présenter les bases de la systémique. Quand on fait une transformation agile à l'échelle, basée sur la systémique, il y a un certain nombre de concepts à comprendre en termes de systémique, donc des définitions et aussi certains principes. Donc, on va commencer par expliquer les bases de la systémique. Donc tout d'abord, le système, qu'est-ce que c'est qu'un système? Quelle est la définition du système? Donc un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont en interaction et dans la poursuite d'un ou de plusieurs objectifs. Ces éléments sont soit des personnes, soit des sous-systèmes, et donc eux-mêmes constitués d'individus. Donc en gros, une équipe, par exemple, une équipe de développeurs, une équipe Scrum, c'est un système qui appartient qui est un sous-système d'un système plus grand, celui de l'entreprise, par exemple. Donc vous pouvez faire des découpages de systèmes et de sous-systèmes. Il y a plusieurs choses qui sont vraies en même temps, il y a plusieurs types de découpage possibles qui sont tout autant vrais les uns que les autres. Le système n'évolue pas dans le même environnement que les éléments du système. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vous montre l'image du bateau. Donc un individu, c'est un système à part entière, soit dit en passant, qui lui-même est organisé avec des sous-systèmes à l'intérieur de lui, parce que ces organes, on peut les considérer comme des sous-systèmes du système humain, du système de l'être humain, de la personne. Et donc, ces différents systèmes sont dans un bateau. Le bateau aussi, lui, on peut le considérer comme un élément du système. Et tous ces éléments du système mis ensemble constituent un bateau qui navigue pour une course, par exemple. Et donc, ce bateau qui navigue pour une course, lui-même, est dans un environnement, n'est pas dans le même environnement, il évolue sur la mer, par exemple, il évolue sur l'eau, qui n'est pas du tout le même environnement que celui de chaque individu qui, eux, sont sur le bateau. Et donc, c'est assez intéressant de voir le décalage qu'il peut y avoir entre un individu dans le système et le système tout entier qui n'évolue pas du tout dans le même environnement. Et ça, c'est assez important de comprendre que quand on change comme ça de ce qu'on appelle de niveau logique, c'est-à-dire qu'on passe d'un système au sous-système ou d'un système au système qui l'englobe, on n'évolue pas dans le même environnement et on n'est pas au même niveau logique. Et donc les lois qui s'appliquent à un niveau logique ne sont pas les mêmes que celles qui s'appliquent au niveau logique inférieur ou au niveau logique supérieur. Donc le système a une existence propre à son niveau logique qui dépend du bon fonctionnement des interactions internes au système. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vous montre aussi l'image d'une fanfare. Vous voyez qu'ils sont capables de dessiner en fait des images en fait, de représenter des formes sur le terrain. C'est assez intéressant parce qu'ils sont un système tout entier. Et ça dépend des bonnes interactions entre les individus. Il faut qu'ils soient coordonnés, il faut qu'ils aient une bonne communication, il faut qu'ils soient d'accord sur des règles de bon fonctionnement, la distance par exemple entre chaque individu, où est-ce qu'ils vont se situer. Et le fait d'avoir des règles claires, un bon fonctionnement interne entre les éléments du système, permet au système dans sa globalité de bien fonctionner. Donc plus les interactions sont saines, plus les interactions sont, on va dire, matures, claires, et que les règles sont claires pour tous, plus le système dans son ensemble va être performant en tant que système, c'est-à-dire dans l'environnement supérieur. Là, on parle par exemple du stade de foot. Les dessins, les formes vont être d'autant plus belles, que les interactions entre les éléments du système sont bien gérées, quoi, elles sont claires pour tous. Donc si on fait le rapprochement avec une équipe Scrum par exemple dans une entreprise, une équipe qui a des interactions saines entre les individus, c'est-à-dire que les règles sont claires, qu'il y a une amélioration continue qui est assez mature, plus ça va être sain entre les éléments, plus le système va être performant. Donc l'équipe va être performante. Et cette équipe va être d'autant plus performante avec les autres équipes que les règles entre les équipes sont saines et que le management, la culture de l'entreprise et tous les éléments qui englobent en fait ces sous-systèmes permettent en fait aux équipes de bien fonctionner ensemble et au système de bien fonctionner dans son ensemble. Donc le système de plus haut niveau logique n'est pas à la même échelle d'espace et de temps. Donc ça, c'est assez important de comprendre que plus on monte dans les niveaux logiques, donc plus effectivement le système va être grand, puisque on englobe les sous-systèmes, donc forcément on est plus grand, et le temps n'est pas le même. Le temps qui est beaucoup plus court pour des interactions finalement très proches, ce qui se passe dans le corps humain par exemple, c'est beaucoup plus rapide que ce qui se passe au niveau des êtres humains entre eux. Et entre équipes, ça va être encore plus haut.
Donc si je vous pose si je vous explique ça, à votre avis, quel est le rapport avec l'agilité à l'échelle? Qu'est-ce qu'on peut faire comme parallèle par rapport à l'agilité à l'échelle? Donc je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir à cette question. Vous pouvez mettre pause. Et puis après, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, donc quel rapport avec l'agilité à l'échelle? Effectivement, ce qui est important de comprendre, c'est que le temps de l'équipe n'est pas le même que le temps de l'équipe d'équipe. Là où l'équipe fonctionne finalement sur un temps du sprint, l'équipe d'équipe va fonctionner sur des itérations. Et donc, voilà, c'est simplement comprendre qu'on n'est pas au même niveau logique, on n'est pas dans le même espace-temps, ce qu'on construit n'a pas le même impact, et le temps n'est pas le même. Voilà, donc c'est beaucoup plus difficile de coordonner plusieurs équipes sur un temps très court. Il vaut mieux se donner un peu plus de temps pour pouvoir coordonner plusieurs équipes. Donc, quelques notions clés de systémique. Maintenant, on va voir quelques notions clés de systémique. Donc, le système trouve son équilibre interne naturel, simplicité et moindre effort. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que un système, laissé à lui-même, il va trouver un équilibre, il va trouver un mode de fonctionnement qui lui permet de dépenser le moins d'énergie et qui est le plus simple pour lui. Donc, ce système évolue dans un environnement extérieur qui va donner son feedback et qui lui, cet environnement change en permanence, et plus ou moins vite, et donc il va venir donner en fait des informations sur le système. Système qui, lui, fonctionne comme on le voit là sur le schéma. On fonctionne un peu comme une cellule, et il est fermé. Et en fait, il n'est pas tout à fait fermé, puisqu'il est quand même réceptif à l'environnement extérieur. Ce qu'on dit qu'il est à la fois fermé et ouvert. C'est toute la complexité de la systémique, c'est que justement, on touche à des notions complexes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, et vous le verrez très souvent dans cette formation, des choses qui sont à la fois vraies et fausses en même temps, ou des contradictions qui coexistent. Et il faut être capable d'accepter ça pour pouvoir comprendre la systémique et pour pouvoir évoluer dans cet environnement de logique systémique. Donc le système est autonome s'il peut survivre seul et s'adapter. Effectivement, soit il est capable de résister donc à l'environnement et il fonctionne bien, soit il n'est pas capable de s'adapter, c'est-à-dire que les interactions sont trop perturbantes pour le système, qui ne trouve plus son équilibre interne, et à ce moment-là, le système éclate, le système ne fonctionne plus, le système meurt. Et donc vous voyez, le plus et le moins, c'est pour dire qu'effectivement, il peut y avoir des interactions entre les éléments du système qui permettent au système de rester en équilibre. Et donc, si on prend le corps humain par exemple, vous pouvez avoir des régulations de la température pour qu'on reste à 37 degrés. Pareil pour la tension, pareil pour plein d'éléments dans le corps qui fait qu'on a un système qui permet d'équilibrer et de rester à un niveau qui semble le plus adéquat, celui qui coûte le moins d'énergie, qui est le plus simple pour pouvoir continuer à survivre. Donc la complexité, on évolue dans la complexité, c'est-à-dire que le cerveau humain est extrêmement complexe, tout simplement parce que on n'est pas dans une logique linéaire, on est dans une logique circulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une implication entre A et B, le B peut aussi influencer A. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des rétroactions, il peut y avoir des boucles qui font que tous les éléments finalement peuvent interagir les uns avec les autres, et comme ils sont très nombreux, et que chacun peut avoir des impacts et des influences les uns sur les autres, on est dans une logique, si vous voulez, circulaire, qui n'est pas une logique en fait simpliste. Donc la complexité, comprendre la complexité, c'est comprendre que le cerveau humain est complexe, que la communication est complexe, que l'une entreprise c'est complexe, que l'environnement extérieur est complexe, parce qu'il y a plein d'interactions, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas prévoir. Et donc il faut accepter aussi d'être dans un environnement complexe où on va avoir donc une autre logique, une logique qui n'est pas linéaire. Donc le cerveau, la complexité du cerveau, plusieurs éléments qui coexistent ensemble, les émotions, la raison, la logique, le taux de sucre, il y a plein de facteurs qui influencent
la pensée, qui influencent le comportement, qui influencent les interactions, et qui font qu'on est dans la complexité. Dès qu'on est dans l'humain, on est dans la complexité. L'image de l'orchestre, c'est aussi l'émergence. Donc qu'est-ce que c'est que l'émergence? C'est aussi un concept de base de systémique qui est assez intéressant et assez utile et important à comprendre. Simplement, la mélodie qu'on entend quand on entend un orchestre, ce n'est pas simplement la somme de chaque instrument. La mélodie globale, ce qui émerge en fait de ce travail collaboratif et synchronisé, a une portée beaucoup plus grande, a une portée aussi beaucoup plus, n'a pas la même harmonie, n'a pas la même symphonie, on n'a pas la même puissance, on n'a pas la même chose que si on avait simplement la somme de tous les éléments qu'on écouterait finalement les uns après les autres. Et donc cette émergence aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le fait qu'un système il évolue dans un autre environnement que les sous-systèmes, et ben c'est un peu pareil avec l'émergence, c'est-à-dire que la somme de plein de parties, en fait, crée un tout qui n'est pas de la même nature que les parties, qui touche finalement une autre réalité. L'émergence de la pensée ou de la conscience, par exemple, dans le cerveau, c'est la somme de plein d'informations, de plein d'émotions, de plein de choses qu'on a pris des millions d'années finalement à construire, et qui font que ce qui émerge de tous ces éléments est différent et nouveau et d'une autre nature que simplement la somme des éléments. Donc ça signifie aussi qu'on ne peut pas réduire un système à la somme de ces éléments. C'est pas parce qu'on comprend chaque élément qu'on comprendra le système. Il est intéressant et utile, comme le disait Pascal, hein, de comprendre chaque élément pour comprendre le tout. C'est aussi important de comprendre le tout pour comprendre chaque élément. Mais ce que je vous invite aussi à avoir comme réflexion, c'est que si vous êtes à un niveau logique, comprendre le système à un niveau logique ne nécessite pas nécessairement de comprendre chaque élément de manière extrêmement précise et complète. Donc ça peut paraître un peu contradictoire parce que, et c'est ça aussi la beauté de la systémique et la complexité qu'il y a, c'est que d'un côté, effectivement, comprendre chaque partie peut vous aider à comprendre le tout, et d'un autre côté, comprendre le tout et travailler avec le tout ne nécessite pas de comprendre précisément chaque partie. Je vous donne un exemple très concret. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de comprendre comment fonctionne son cerveau pour échanger avec lui. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment fonctionne sa mémoire pour discuter avec lui et échanger avec lui. Maintenant, si vous connaissez effectivement le fonctionnement de la mémoire, le fonctionnement de l'attention, peut-être que ça pourra vous aider effectivement à mieux communiquer avec lui. L'importance de la liberté, alors ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, notamment dans les transformations agiles, c'est l'importance du libre arbitre, de la liberté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors libre arbitre, je ne vais pas rentrer trop là-dedans. Le libre arbitre, c'est une notion qui est complexe. Est-ce qu'on a son libre arbitre ou pas? En fait, oui et non. Donc encore une fois, on est dans la complexité. On est dirigé par des émotions, on est dirigé par des comportements qui sont ancestraux, dans notre ADN aussi, ou dans notre éducation. Et en même temps, on a cette capacité à les gérer, à les contrôler, à les maîtriser, plus ou moins bien selon les circonstances, selon les gens. Mais le libre arbitre, c'est à la fois on a ce libre arbitre et en même temps on ne l'a pas. Donc ce qui est important avec la liberté, ce qui est très important, on retrouve aussi là des notions liées au biais cognitif, c'est que plus vous allez forcer quelqu'un à faire quelque chose en insistant, plus vous allez créer de résistance au changement. Donc là on est vraiment dans une logique systémique, c'est-à-dire que l'action que j'ai vers quelqu'un provoque une rétroaction, et finalement on est deux à être responsables de l'interaction qu'il y a entre nous, mais plus vous allez forcer quelqu'un à vouloir adopter des principes théoriques, une manière de se comporter, plus vous allez créer de la résistance. Et donc quand on fait une transformation agile, c'est très important de pouvoir créer un environnement de liberté, de vraies décisions possibles de la part des acteurs, de manière à ce qu'ils puissent prendre des décisions, choisir. On considère qu'ils sont les mieux placés pour connaître leur environnement, connaître ce dans quoi ils travaillent et comment faire leur métier.
Et donc c'est très important de les solliciter, de les faire participer et de créer un environnement où ils ont la liberté de choisir parmi différentes options. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont la liberté de refuser de faire une transformation agile, par exemple? Eh bien, je vais envie de dire oui. D'un autre côté, l'entreprise a aussi la liberté, elle, de décider ou pas de faire un mouvement stratégique, de se transformer et d'aller de l'avant et d'être plus efficace et plus performante. Et il y a aussi il y a aussi des besoins pour l'entreprise qui sont importants et qui font que, à un moment donné, on peut choisir finalement de suivre ou de ne pas suivre, mais si vous décidez de ne pas suivre ce mouvement-là, si vous n'êtes pas motivé, si le mode de fonctionnement ne vous va pas, c'est que vous n'avez plus votre place dans l'entreprise. Alors c'est difficile à entendre peut-être, hein, ça peut choquer, mais moi je crois que la liberté c'est aussi ça, c'est la liberté de décider si on décide de rester, la liberté de prendre des décisions, la liberté de proposer des solutions, d'aller dans le bon sens, tout en comprenant ce qu'est l'agilité, ce qu'apporte l'agilité ou le lean, ce qu'apprend la transformation, et faire confiance à ses dirigeants, parce que s'ils prennent ces décisions, c'est pour aller dans le bon sens, c'est pour être plus performant collectivement. Et si on ne fait pas confiance à ses dirigeants, si on n'a pas confiance dans ses décisions, si on n'y croit pas, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de partir de l'entreprise, parce que tout simplement, vous n'êtes pas en phase avec ce que le système dans son entièreté, finalement, dans la direction dans laquelle va le système. Donc, la liberté de décider, la liberté aussi de ne pas suivre le mouvement. Il n'y a rien de pire que d'être embarqué sur un bateau quand on n'a pas envie de naviguer. Il ne faut pas y aller, faut descendre à terre, voilà, faut pas suivre comme ça, sous la contrainte, quoi. Donc l'importance de la liberté, c'est aussi la liberté de l'autre quand on s'adresse à quelqu'un qu'on coach. C'est respecter sa liberté de décider par lui-même de son changement, vers quoi il veut aller. Les décisions qu'il va prendre, c'est les respecter aussi. On ne force pas le changement, on peut créer un environnement et des dispositions qui peuvent favoriser le changement, mais le changement, il se fait par la personne librement. Il se fait d'autant mieux que la personne se sent libre. Et pour qu'une personne se sente libre, tout ce qui est bullshit, hypocrisie, faire semblant, ça fonctionne très mal parce que les gens perçoivent très bien quand on se moque d'eux. Mais créer un vrai environnement de liberté, de protection, où on a le droit de décider entre plusieurs options d'agilité, entre plusieurs options de lean, entre différentes manières de faire, et pourquoi pas du cycle en V dans certains cas, parce que c'est tout simplement plus intelligent, plus logique par rapport au mode de fonctionnement. On n'est pas, par rapport aux produits à créer par exemple, si vous avez des coûts de transaction, c'est-à-dire que si ça vous coûte très cher de mettre en production, de former, parce que vous avez énormément de personnes à former, il vaut mieux avoir un produit fini avant de commencer à former les gens. Donc il faut rester intelligent, prendre en compte un certain nombre de paramètres et finalement vraiment se poser la question de l'efficacité. La liberté, c'est aussi le fait de se dire que l'agilité, c'est pas une fin en soi, ça reste un moyen pour être plus performant. S'il y a d'autres moyens d'être plus performant, on peut en discuter, on peut échanger et co-construire une solution avec les acteurs du terrain qui soit la plus intelligente et la plus efficace. Donc, en systémique aussi, notion de base, on va être très attentif à la communication non verbale. La posture, la voix, le regard, et aussi tout ce qui peut paraître un peu intuitif, faire confiance aussi un petit peu, écouter en tout cas son instinct, même s'il peut nous tromper, et qu'on se trompe souvent parce qu'on a des biais cognitifs qui nous font croire qu'on sait ce qui se passe dans la tête de l'autre, et néanmoins, il faut quand même être un petit peu attentif à la posture, les bras croisés, quelqu'un qui est plutôt en retrait, ou quelqu'un qui au contraire est beaucoup plus sûr de lui, qui prend de l'espace, etc. Tout ça c'est important, systémique, tout ça on l'observe, parce que c'est aussi une manière de communiquer qui est beaucoup plus émotionnelle, qui est beaucoup plus ancrée dans l'intrinsèque de l'individu, et qui fait que, comme on a plusieurs niveaux logiques, on a des niveaux logiques plus cognitifs et des niveaux logiques plus émotionnels, être attentif à ces différents niveaux logiques quand on communique avec quelqu'un, c'est extrêmement important. Alors, j'en profite pour vous dire que cette formation est extrêmement dense.
et que vous pouvez faire des pauses évidemment à tout moment, boire un verre d'eau, prendre le temps de réfléchir. Alors ça paraît évident, je le dis, c'est aussi peut-être pour vous inviter dès maintenant à faire une petite pause. Essayez aussi souvent d'écrire un petit peu ce que vous avez retenu. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, je pense que cette formation elle est intéressante si ça vous donne des idées des idées nouvelles, si ça vous donne des pistes de réflexion, si vous avez envie d'écrire sur un sujet, sur quelle comparaison je pourrais faire par exemple avec mon entreprise ou avec mon environnement ou ma famille, hein, ça peut aussi fonctionner pour la famille, et qu'est-ce que ça signifie tout ça. Donc, être attentif à la communication non verbale, la posture, la voix, le regard, le comportement de manière générale. On est à un autre niveau logique que ce qui est dit, donc il peut être dit quelque chose, mais émotionnellement il se passe autre chose. Et donc en systémique aussi, quand on provoque le changement, on cherche pas seulement à convaincre d'un point de vue cognitif, on cherche aussi à provoquer une bascule au niveau émotionnel. Et donc ça fait partie aussi des techniques de changement, hein. C'est-à-dire qu'on a des communications à plusieurs niveaux logiques. Ce qui est aussi important à comprendre dans un système, il a très souvent des amortisseurs. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'un système pour être en équilibre, pour pouvoir continuer à... Une voiture pour pouvoir continuer à rouler droit et pas avoir trop de secousses qui pourraient déstabiliser tout le système et créer des pannes, finalement, on a besoin d'amortisseurs qui permettent finalement de gérer les variations de l'environnement et donc gérer aussi les pressions de l'environnement. Et ben, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une équipe, dans un système de manière générale, on va voir souvent des personnes qui jouent ce rôle de tampon. C'est-à-dire qu'ils vont, ce rôle d'amortisseur. C'est-à-dire que ces gens vont prendre les tensions, prendre les pressions qui viennent de l'environnement extérieur, et ils vont, comme on dit, prendre sur eux. Ils vont absorber ça, ils vont devoir, eux, peut-être parfois s'écraser, ou parfois peut-être même beaucoup plus se mettre en colère par exemple face à une aspérité de l'environnement, face à un changement dans l'environnement, de manière à ce que le système reste en équilibre. Et donc c'est assez intéressant d'observer dans un système, dans une équipe par exemple, s'il n'y a pas des individus qui jouent ce rôle d'amortisseur et qui peuvent être susceptibles finalement aussi d'être les plus en souffrance dans le système et qui peuvent être aussi susceptibles d'être ceux qui vont craquer. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir partir, qui vont faire des burn-out, ou qui vont être en crise, qui vont s'énerver, se mettre en colère, ou au contraire déprimer ou se surcharger de travail pour pouvoir compenser pour que les autres restent à l'équilibre, que le système reste à l'équilibre. Ils pourraient être, eux, amenés à absorber des surcharges de travail ou des choses comme ça. Donc observez aussi, dans un système, il y a toujours, ou alors très très souvent, un élément qui peut être un amortisseur.